et la manière dont elle est manipulée, c'est l'espèce de cape de respectabilité sous laquelle sort le racisme d'autrefois en milieu autorisé. Ni plus, ni moins. Parce que la loi sur la laïcité, on l'a étudiée en long, en large et en travers, et la seule chose qu'elle dit, c'est qu'il faut respecter la liberté de pratiquer leur religion de tous les citoyens de la République. Et que l'État, le gouvernement, lui, doit être neutre dans cette histoire. Ça veut dire qu'il ne doit pas se mêler de cette histoire. Il ne doit pas essayer d'influencer les uns contre les autres. La neutralité à laquelle on nous invite dans l'espace public, c'est comme si on met deux équipes de foot sur un terrain et on dit tu dois être neutre, ça veut dire tu ne dois pas jouer, tu dois pas développer ton jeu, tu ne joues pas. La vraie neutralité, c'est il y a deux équipes, chacun développe son jeu comme il le veut, avec les formes qu'il veut, de la manière qu'il veut, s'il veut courir vite, s'il veut avoir une défense, s'il veut avoir une attaque, et il s'exprime librement. Et l'arbitre, lui, il est là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas une équipe qui ait plus de moyens que l'autre. Il n'y a pas une équipe qui va dire aux autres, toi tu dois changer de maillot, on veut être 12 contre 10. C'est pas ça la laïcité, c'est pas ça la neutralité. Et il faut le savoir. Aujourd'hui, on a deux solutions. La première solution, c'est de dire, voilà, ces gens ils sont injustes avec nous. La République ne nous aime pas. On est des victimes, et on est des victimes d'injustice. Avant de pouvoir dépasser ce statut, il faut le reconnaître. On est victime d'injustice dans ce pays. Avant de pouvoir le dépasser, il faut l'analyser et dire, voilà, il y a une injustice, elle vise tel groupe, c'est nous en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Donc la première option, c'est de rester sur cette frustration, de faire des débats sempiternels, d'essayer d'analyser pourquoi est-ce qu'ils nous en veulent autant et pourquoi est-ce qu'ils nous aiment pas. Et mais on a tout fait pour qu'ils nous acceptent. Mais c'est pas ça la question. Ça nous emmène nulle part. Ça nous emmène à un seul endroit, l'endroit où on aura plus de frustration parce qu'on comprend pas pourquoi on nous aime pas. Et l'endroit où on aura encore plus de tristesse parce que de toute façon, ils ne nous aimeront pas en baissant la tête. Le respect, c'est pas quelque chose qui se demande. On dit pas s'il te plaît, respecte-moi. On prend le respect où on se montre digne de respect. C'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui s'impose. C'est pas un esclavagiste qui est allé voir un noir dans un champ de coton qui lui dit, tu sais, j'ai réalisé que, astaghfirullah, jusqu'à maintenant, je t'ai traité de manière injuste. Ce moment-là, il n'est jamais arrivé. Chaque combat pour les droits de l'homme, il a dû être arraché par la force. Par des hommes qui étaient intelligents, qui avaient une stratégie, qui avaient la patience et qui avaient foi en quelque chose. Ça veut dire que, entre nous, il faut être préparé à l'idée que ce combat va être long. Que peut-être de notre vivant, on va continuer à avoir des injustices. Que c'est la génération de nos enfants qui vont changer complètement cette situation. Et il ne faut pas être frustré par ça. Mais il faut agir dans ce sens-là. Et la deuxième option, si on ne tombe pas dans la frustration, c'est d'agir et de passer à l'action avec un plan raisonnable, un plan qui a du sens, un plan qui représente les musulmans. Il représente les musulmans parce que ni il est agressif, et en même temps, ni il est injuste, il est intelligent, il est patient, et il avance dans le bon sens, en étant un facteur d'unité. Il faut que les musulmans relèvent la tête. Il ne faut plus baisser la tête. Il ne faut plus accepter l'injustice. Si je vous dis ça, c'est parce que la plupart des cas d'islamophobie avérée, c'est-à-dire des agressions physiques, des violences. Notre travail le plus difficile dans cette histoire, c'est pas de prouver que l'agresseur a tort. Notre travail le plus difficile, c'est de convaincre que la victime, qu'elle est une victime, qu'elle a été victime d'une injustice, et qu'elle doit se défendre contre cette injustice. Et que nous, on sera là toute la journée, toute la nuit, s'il le faut, pour l'aider à aller au bout de ce processus. Qu'il faut déposer plainte. Et ne pas se taire. Et que si à la police on dit mais non, c'est pas la peine de déposer plainte pour ça, vous allez pas. Il faut insister, c'est notre droit de citoyen. Et s'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de trace. S'il n'y a pas de trace, il n'y a pas de statistiques. S'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de phénomène. Pourquoi est-ce que le gouvernement changerait quelque chose pour un phénomène qui n'existe pas statistiquement? Et pourquoi il s'embêterait à mettre en place des mesures pour une population qui ne représente strictement rien pour eux? Quel moyen de pression vous avez face au gouvernement? Quel rapport de force vous êtes capable d'imposer au gouvernement? Aucun. Aucun dans l'état des choses. Et c'est ça qu'il faut changer. Donc, le premier maillon, c'est de comprendre que les gens ils se comportent de manière rationnelle, que ce soit des intellectuels entre guillemets, que ce soit des journalistes, que ce soit des hommes politiques, ils sont tous des créatures rationnelles. Et ils cherchent deux choses. La première, c'est l'argent. La deuxième, c'est la conquête du pouvoir.
ou de la notoriété, et la conservation de ce pouvoir ou de cette notoriété. D'accord ? Ça tombe bien, c'est deux choses sur lesquelles nous, on peut influer. On est des consommateurs, on est peut-être même des consommateurs plus que les autres. On mange plus de viande, on s'habille plus, on aime bien les voitures, on aime bien acheter des choses. Et la deuxième chose, c'est on est aussi des citoyens. On a des cartes d'identité, on a des passeports, on a des cartes de résidence ici, on fait partie de cette cité, on a notre mot à dire, on paye des impôts. Et ces impôts-là, on paye, c'est nos employés, le gouvernement. Et il faut les ramener dans ce rapport-là. Je te paye pour que tu me fournisses des services scolaires, des services de santé, des services de voirie, et que tu ramasses mes poubelles aussi. Tu es mon employé, reste à ta place, c'est pas toi qui gouverne le peuple, c'est le peuple qui t'a élu, qui t'a choisi pour être le représentant, celui qui porte le pins et qui va mettre en place les plans. Donc il faut se servir de ça. Ça veut dire qu'il suffit de changer les mécanismes d'incitation pour changer le comportement de ces gens. Par exemple, quand j'étais petit, dans le quartier où j'habitais, il y avait des jeunes, ils voulaient avoir la salle de sport pendant 2 heures pour faire de la boxe ou du judo, je me rappelle plus. Ils ont envoyé le plus âgé d'entre eux, et il est parti, il s'est habillé correctement, il est parti voir le maire, et il dit voilà, on aimerait bien avoir la salle de sport, parce qu'on s'ennuie, on a envie de faire du sport. Ça vous gêne pas d'avoir cette salle? Il n'y a personne qui s'en sert à cette heure-ci. La secrétaire se moque de lui, elle le renvoie, ils écrivent au maire, il répond même pas. Un jour, ils vont à la mairie, ils font la queue, ils font leur carte d'électeur, ils envoient le même courrier avec 100 photocopies de 100 cartes d'électeurs. Le lendemain, quand la lettre arrive, le responsable il reçoit un coup de fil, il dit écoutez, on s'est dit que ce serait bien que vous fassiez du sport, on va vous mettre 3 créneaux si ça vous va, puis vous pouvez aussi avoir le stade, enfin dites-nous si vous avez besoin de quelque chose, et nous on est à votre service. On est la mairie quand même, on est là pour vous. Premier exemple. Deuxième exemple, une entreprise commercialise des saucisses estampillées halal, et on trouve après des analyses chimiques qu'il y a du porc là-dedans. Le frère Fatah qui est ici, qui tient le site Elkenz, il diffuse l'information et il dit aux consommateurs utilisez vos droits de consommateurs. Un certain nombre d'entre eux appellent la compagnie en question et disent mais qu'est-ce que c'est que ce cirque, vous vous moquez de nous? Votre marque elle est partout dans le supermarché, si vous arrêtez pas ça, nous on va arrêter en tout cas de consommer vos produits. Immédiatement, alors que dans le début ils disaient mais on s'en fiche complètement, c'est pas quelques consommateurs qui vont changer notre façon de penser, ils ont complètement changé leur position et ils ont fait profil bas, ils ont retiré les produits de la consommation, ils ont fait exactement ce qu'on leur demandait. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il n'y a ni bon ni méchant. Enfin, il y a des méchants. Mais bon ou méchant, la seule chose qu'ils comprennent, c'est ce rapport de force. Ce rapport de force par rapport à une problématique qui les intéresse. Celle de l'argent ou celle du pouvoir. Donc avec les journalistes, c'est la même chose. S'il y a quelqu'un qui écrit un article islamophobe, il faut faire péter le standard de la radio. Il faut faire exploser sa boîte mail, il faut faire exploser la boîte postale, il faut aller dans toutes les conférences où ils se pointent et lui poser la question et les mettre en face de leur paradoxe. Ça doit coûter cher dans ce pays de salir la dignité des musulmans. Ça doit coûter cher dans le pays de salir la dignité des musulmans. Parce que jusqu'à présent, ça coûte rien du tout et ça rapporte énormément. Et je sais pas pour vous, mais moi j'en ai marre de voir des néo-harkis me représenter à la télévision. Et j'en ai marre qu'on parle à ma place de ce qu'est l'islam, et qu'on parle à la place des imams de ce qu'est l'islam. De ce qu'est l'islam, qu'ils appellent l'islam des lumières, moi je l'appelle l'islam du réverbère. Donc, 3 actions précises, simples, que chacun d'entre nous doit et peut mettre en place si vraiment on veut changer les choses. Au-delà des discours. Au-delà des divisions d'opinion que peut avoir sur certains sujets. S'il y a bien un sujet qui doit nous unir, c'est celui-là. C'est la défense de notre religion en tant que croyance et de nos frères et sœurs en tant qu'individus. C'est notre travail. C'est aussi notre responsabilité en tant qu'époux et en tant que papa. Qui a envie que son enfant ou son épouse soit la prochaine victime? Pas moi. Donc voilà les 3 actions que nous on a identifiées et qui sont, je pense, les plus utiles pour pas faire plus d'efforts. La première, c'est de faire vos cartes d'électeurs. On ne donne pas de consignes pour qui voter, ni à droite, ni à gauche, ni pour les. Faites votre travail de voter blanc si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais le simple fait d'avoir une carte d'électeur,
c'est exister en tant que citoyen, exister en tant que décideur et exister en tant que menace aussi pour un homme politique qui convoite le pouvoir. Être quelqu'un avec un bulletin de vote, c'est être quelqu'un qui a une arme et qui est prêt à s'en servir. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi je ne donne pas de consignes et pourquoi je ne rentre pas dans l'idée? Parce que je sais qu'il y a des divergences d'opinion sur ce sujet. Il y en a qui pensent que c'est pas la peine de voter. Peu importe. En tout cas, sur cette question-là, le simple fait d'avoir une carte d'électeur, ça change complètement la donne. Et ensuite, vous pouvez participer au débat politique. Vous pouvez interroger les politiques de votre ville et les politiques de votre région pour les mettre en face de leurs contradictions et en face du fait qu'ils ont manqué à certaines de leurs promesses. Je donne juste un chiffre pour bien comprendre l'impact d'un vote, le pouvoir du vote. 1 million d'électeurs, c'est exactement la différence entre le score de Ségolène Royal au premier tour et celui de François Bayrou. Ça veut dire que si nous, on avait eu 1 million d'électeurs à l'époque, on aurait décidé qui passe au second tour et qui n'y passe pas. Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir? C'est le pouvoir de savoir qui participe à la finale. Et sachant que certains candidats sont plus extrémistes que d'autres, choisir le candidat qui va être face, par exemple, à Sarkozy pour 2012, c'est choisir le candidat qui va être élu. Pardon, pour 2012. Donc ça veut dire, ça vous donne une idée du pouvoir du vote. Ensuite, ça, c'est à l'échelle nationale. Mais à l'échelle locale, c'est beaucoup plus efficace que ça. Beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que les différences de vote au scrutin sont juste de quelques centaines de voix. Donc ça vous donne une idée de ça. Et en même temps, comme pour le cas des frères dont je parlais tout à l'heure, ils n'ont même pas besoin d'aller voter pour exister en tant que puissance électorale et en tant que menace électorale auprès des pouvoirs publics. La deuxième chose, c'est de reporter systématiquement les actes d'islamophobie. On disait tout à l'heure qu'on avait reporté, nous, pour 2008, 188 actes. 188 actes, c'est une personne qui se fait agresser tous les 2 jours, une mosquée ou un cimetière qui se fait profaner toutes les 2 semaines. D'accord? C'est choquant, mais c'est rien du tout à côté de la réalité. La plupart des victimes, celles qui sont victimes de crimes graves, je parle d'agression physique, d'agression sexuelle, de viol, de tabassage, de lynchage, en général, elles se recroquevillent, elles se regroupent sur elles-mêmes et elles ne déposent pas plainte parce qu'elles ont peur, ne serait-ce que de le dire, accepter son statut de victime, c'est humiliant aussi. D'accord? Donc, reporter systématiquement les cas et faire en sorte de déposer plainte et ensuite d'aller en procès quand il y a un cas juridique. Pourquoi est-ce que c'est important d'aller en procès? Je vais vous donner un exemple simple. Sur l'affaire des sorties scolaires, ce que Luc Châtel a dit sur le fait que les femmes musulmanes qui portent le hijab ne peuvent plus être accompagnantes dans les sorties scolaires, c'est absolument illégal. Ça veut dire que la première femme musulmane qui lui collera un procès gagnera. Aujourd'hui, quand une femme musulmane se propose pour accompagner la sortie scolaire, soit on la refuse et à ce moment-là elle accepte ou elle négocie, soit elle est acceptée d'office, mais quand elle négocie et que la directrice ou le directeur accepte, fin de l'histoire, elle a gagné un combat personnel, elle peut accompagner la sortie scolaire de ses enfants. D'accord? Mais si elle a un recours juridique envers la directrice, une fois que la décision est rendue en faveur de la maman, ça crée un précédent. Et plus jamais une femme pourra se faire discriminer quand elle veut être accompagnatrice de sortie scolaire. Donc la femme qui fait ça, elle gagne un combat pour elle-même, elle gagne un combat pour toutes les femmes musulmanes qui vont la suivre. C'est ça qui est important dans le fait d'aller en procès et d'être courageux. Il y a un autre exemple. C'est le cas d'une sœur qui s'appelle Hurriya Demiati. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été refusée. Elle avait réservé une chambre dans un gîte en province, dans les Vosges, et elle était allée pour passer des vacances là-bas. Et quand elle arrive là-bas, elle avait réservé et payé sur Internet, et quand elle est arrivée sur place, la dame lui a refusé l'accès au gîte si elle n'enlevait pas son hijab. Manque de chance, la sœur Hurriya, c'est une sœur qui est très diplômée, et qui sait s'exprimer, et qui est combative. Elle ne s'est pas laissée faire. Peut-être qu'avant ça, cette dame-là, elle avait discriminé des dizaines de femmes. Mais Hurriya, elle ne s'est pas laissée faire. Elle avait aussi les moyens économiques de dire, écoute, moi je vais aller dans un autre hôtel, tu me rends mon argent, je vais prendre un hôtel plus beau, un gîte plus beau, je vais me louer une voiture. Ou je vais partir en vacances dans un autre pays carrément. C'est pas ce qu'elle a fait. Elle a poursuivi cette dame en justice et elle a gagné. Et grâce à ses efforts, grâce à sa persévérance, plus jamais une femme musulmane ne se fera discriminer de cette manière quand elle voudra aller en vacances avec ses enfants. Plus jamais. Voilà pourquoi c'est important d'aller en procès.
et de déposer plainte. Et aussi, ça nous donne la légitimité de dire, quand nous, on va dans une instance internationale ou devant le gouvernement, de dire, par exemple, la semaine dernière,